aujourd'hui, les capacités, les compétences techniques sont acquises et qu'on a besoin de travailler sur l'humain, de travailler sur le développement des compétences humaines. Leur savoir-être n'est pas forcément aligné avec leur savoir-faire. L'occupation, être occupé de façon constructive, bien sûr, c'est quelque chose qui forcément va amener ce que nous voulons à un moment ou à un autre. Tu ne peux pas ne pas atteindre ton objectif financier quand tu es structurellement et stratégiquement occupé. Donc c'est important de donner... La transmission, c'est quelque chose qui vient de soi. Notre mission, c'est aussi de s'assurer qu'il y aura une pérennité. Parce que c'est pas le tout de dire j'ai fait, mais qu'est-ce que je laisse et comment j'impacte. Aujourd'hui, quand on me demande c'est quoi ta plus grande fierté, la plus grande fierté, c'est de savoir que il y a 20 ans, moi j'étais en entreprise. Aujourd'hui, les gens que j'ai recrutés, que j'ai formés, que j'ai accompagnés, sont aujourd'hui des directeurs. Bonjour, je suis Nabou Fall, CEO de NFA, Nabou Fall Agency, Nabou Fall Academy, et je suis dans l'entrevue. Aujourd'hui, nous allons recevoir la grande sœur de tous les Africains. Je crois que c'est la grande sœur des entrepreneurs qui savent ce qu'ils veulent aujourd'hui, de cette nouvelle génération d'entrepreneurs qui essaient d'évoluer tant bien que mal, malgré les difficultés, qui nous encouragent tout le temps sur Internet, qui nous donnent des conseils, qui nous donnent cette vivacité, qui nous permettent d'avoir cette endurance. Je vais recevoir aujourd'hui Nabou Fall dans l'entrevue. Bonjour Nabou. Bonjour Efi, je suis contente d'être là. Je suis très content de te voir. Oui, c'est réciproque. Alors comment tu trouves Lomé? Comme d'habitude, chic, choc. Oh. C'est Lomé quoi. Oh. Qu'est-ce que tu apprécies le plus dans Lomé? Les gens. Ok. La nourriture, l'énergie. Moi, j'aime Lomé. C'est une très très belle ville. Le Togo est un beau pays. Il y a la mer, il y a la montagne, il y a Aneho, il y a Agbodrafo, il y a Palimé. Quel est ton plat togolais préféré? À demain. À demain, oui, d'accord, ok. Je crois que tu allais dire gombo. Ouais. J'aime le gombo de toute façon, sûr. puisqu'il y en a chez moi. Le Bien gombo, sûr. c'est partout. Ouais. Donc, il fallait que je sois un peu original. Mais on ne fait pas de la demain chez toi, c'est ça? Non, je ne connais pas. C'est ici que je mange ça. Ah ouais? Mais qui est Nabou Fall alors? Je suis une maman, déjà, une entrepreneur depuis 18 ans et une femme engagée. Voilà. Alors, comment tu as commencé ta carrière? J'ai commencé ma carrière dans les télécoms. Pendant longtemps, j'ai travaillé pour plusieurs opérateurs dans plusieurs pays, en Côte d'Ivoire, en RDC, au Congo-Brazzaville. Et après, je me suis mise à mon compte en tant qu'entrepreneur. Oh, magnifique, mais c'était en quelle année? Je ne donne pas les années. C'est là on connaît l'âge des gens. Je ne suis pas de là. Mais disons, tu n'as pas une fourchette au moins à nous donner? Il y a longtemps. Il y a très longtemps. On est dans l'Ancien Testament, quoi. Non, je suis entrepreneur depuis 18 ans, donc voilà, fais les calculs. Et aujourd'hui, tu fais quoi? Quelles sont tes activités? Alors, on a plusieurs activités. Nos activités tournent autour de l'humain. On a l'agence où on travaille sur des stratégies de communication avec certains de nos clients. On organise des événements de VIP, pas toutes sortes d'événements, pour certains clients, triés sur le volet. On a l'aspect stratégie aussi qu'on développe avec certains de nos clients. Et on a l'académie, qui est une académie de formation où nous accompagnons, que ce soit des dirigeants, des entreprises, afin d'améliorer tout ce qui est communication autour de l'humain, développer les soft skills, vraiment le développement des compétences comportementales, c'est notre expertise principale. Quelle est la difficulté principale que tu rencontres sur le terrain? J'ai pas vraiment Surtout en Afrique, en fait. Le challenge que j'ai, c'est la compréhension du besoin en formation des entreprises et de comprendre qu'aujourd'hui, les capacités, les compétences techniques sont acquises et qu'on a besoin de travailler sur l'humain, de travailler sur le développement des compétences humaines, meilleure communication, la posture, tout ce qui concerne la transformation du mindset. Donc, c'est vraiment comprendre que, OK, vous avez de très bons commerciaux, vous avez de très bons techniciens, vous avez de très bons financiers, mais leur rapport par rapport à eux-mêmes, leur posture, leur façon de communiquer, leur façon d'accueillir, leur façon d'être, leur savoir-être et leur savoir-faire leur savoir-être n'est pas forcément aligné avec leur savoir-faire. Donc on travaille beaucoup sur ces questions-là. C'est fou, moi je pensais que c'était des problèmes d'ordre technique, genre les systèmes de paiement, est-ce que tout le monde facilement arrive à avoir accès au fait de payer en ligne aujourd'hui, bien c'est des problèmes qui sont révolus aujourd'hui selon toi? Aujourd'hui on a des solutions. On a assez de solutions. On a pas mal de solutions. Moi j'utilise, je fais la pub pour mon frère.
En Capay. Bien sûr, bien sûr, bien Au sûr. Moulay. Mais aujourd'hui, tu penses que beaucoup de gens adhèrent à cette solution, beaucoup de gens sont convertis sur Internet? Parce que je me rappelle, il y a 10 ans, quand moi je commençais, c'était très difficile de faire comprendre impossible. déjà PayPal aux gens. Bah, écoute, c'était difficile, PayPal. Moi, je me rappelle, j'ai eu pas mal de challenges avec PayPal parce qu'on m'a dit, oui, vous pouvez pas, dans tel pays, c'est comme ci, c'est comme ça. Mais aujourd'hui, bon, les gens s'informent et s'interrogent et se posent des questions et trouvent des solutions. Et n'oublie pas qu'on a les solutions de mobile money qui sont transfrontalières. Une solution de mobile money d'un opérateur peut traverser les frontières entre la Côte d'Ivoire et le Togo, la Côte d'Ivoire et le Bénin et le Nigeria, etc. Donc aujourd'hui, il y a pas mal de solutions qui permettent de recevoir ou d'envoyer de l'argent. Donc la technologie va tellement vite que d'un mois à l'autre, il y a toujours une nouvelle solution. Est-ce que tu as une idée de combien tu convertis au total? Sur par exemple 1000 personnes, tu as un pourcentage de combien tu peux convertir avec ton activité en ligne? Alors moi, je vais t'expliquer. Mon activité en ligne n'est pas mon activité principale en réalité. Je t'explique que je travaille beaucoup en B2B. Donc mon activité, elle est essentiellement axée autour d'entreprises. L'activité en ligne, vraiment, c'est une activité que je fais, je dirais, parce que je me suis rendu compte qu'il fallait que je propose aussi du B2C, du business to consumer, c'est-à-dire du business aux personnes qui en veulent et qui ont besoin et qui sont demandeurs. Donc, je ne peux pas vraiment... Pour moi, mon business principal n'est pas sur le business que je fais en B2C. Mon business principal, c'est du B2B. En présentiel? Pas forcément. On fait pour des entreprises, soit en distanciel, mais c'est du corporate. On travaille avec des entreprises, on a des contrats avec des entreprises, des banques, des compagnies d'assurance, des compagnies internationales, des institutions internationales. Donc vraiment, l'essentiel, les gens me voient en ligne, mais mon business n'est pas particulièrement en ligne, en fait. Est-ce qu'on peut dire officiellement qu'en Afrique, le B2C est moins porteur que le B2B dans le numérique? Je suis pas d'accord. Le B2C est porteur, mais c'est juste pas mon business model. Ça dépend du business model qu'on a. Dans l'infoprenariat, par exemple? Dans l'infoprenariat, c'est du B2C. Et les gens s'en sortent très bien, ils gagnent très Avec bien. le B2C? Avec le B2C, il y a plein de gens qui s'en sortent. Mais moi, c'est pas mon modèle. Parce que ce que j'offre, c'est vraiment pour transformer les gens profondément au niveau corporate. Voilà. Et je travaille beaucoup aussi avec des dirigeants. Donc, on a des activités où on accompagne des dirigeants, soit pour leur next level, soit des entreprises nous confient des dirigeants afin d'améliorer leur posture managériale, etc. J'ai vu que tu avais fait les États-Unis. Oui, Ça s'est passé comment? j'ai fait le Japon, même si tu veux. Ah oui. J'ai fait l'Asie, oui. Mais raconte-nous. Écoute, je vais aux États-Unis depuis que j'ai l'âge de 14 ans. Mais comment tu trouves la différence de culture entre la culture asiatique, la culture américaine, la culture occidentale, la culture africaine? Alors, je peux dire je suis né en Afrique. Oui. J'ai vécu en Europe. J'ai aussi je connais très bien les États-Unis puisque j'y vais régulièrement, je pense depuis l'âge de 14 ans. Donc j'ai eu à vivre en Asie, au Japon et puis dans le cadre scolaire. Donc, dans chaque pays, ce qui me plaît, c'est que ça m'a permis d'apprendre l'adaptabilité et la tolérance. Parce qu'en fait, aux États-Unis, il y a un mindset. La France est très proche de nous, culturellement, très procédurière, très process-oriented, très orienté processus, même dans les schémas de comportement. On a des process. On arrive, on doit dire bonjour. Quand tu es à table, on doit voir ceci, on doit voir cela. Les États-Unis, c'est plus... Je dis que l'Amérique, c'est le pays du confort. Relax, comfortable. On est confortable. Quand je suis aux États-Unis, tu es en jean, tu mets ton t-shirt. Les popcorns sont Big XL, je comprends pas. Même les salades, tu vas au restaurant. Tout est grand. Je dis, quand tu vas au restaurant, moi personnellement, je ne mange pas très bien aux États-Unis. C'est le seul pays où je maigris, c'est là-bas. Parce que je trouve que les plats sont trop grands et très compliqués. Non, j'ai trop de nourriture, j'étais choqué. Exactly. Et ça n'a pas de savor. C'est pas pareil que ce qu'on mange en Afrique. En Asie, c'est beaucoup plus soft. Je connais plus bien le Japon. La Chine, je connais, mais je connais mieux le Japon. Le Japon, tout est sur la politesse. Beaucoup de politesse, beaucoup de respect. L'Asie est très proche de nous. Je suis allé dans presque toute l'Asie. Je peux dire que je suis allé sauf au Laos, au Vietnam, au Cambodge, au Sri Lanka, je ne suis pas allé, je crois. Je ne suis pas allé non plus au Bangladesh. Voilà, je pense que c'est ça. Sinon, je suis allé pratiquement Thaï. Je suis allé en Thaïlande, je suis allé en Indonésie, je suis allé en Malaisie, je suis allé en Chine, je suis allé à Singapour, je suis allé à Taïwan, je ne sais même pas. Bref. Et ils sont proches aussi, je crois. Ils sont très proches de nous. Parce qu'en fait, en Asie, la culture, la famille est très importante. En Occident, c'est plus
des sociétés plus individualistes. Donc, c'est très différent. Sauf qu'en Asie, il y a une culture du travail, il y a une culture de la réussite. Au Japon, surtout, il y a ce qu'on appelle... il y a un code de l'honneur. Tu vois, le Japonais n'aime pas la honte. Donc, il préfère... Même les Chinois, en fait. Hein. C'est différent. Le Chinois est différent. Ah non, le Chinois n'est pas du tout le Japonais. C'est des cultures complètement différentes. C'est comme si tu dis qu'un Togolais est pareil qu'un Ivoirien. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Voilà. Et aujourd'hui, à travers toutes ces cultures-là, qu'est-ce que tu en résultes aujourd'hui pour toi-même par rapport à ton business model, par rapport à ton process, ta façon d'aborder les gens? Accepter les gens tels qu'ils sont, respecter la culture de l'autre et s'adapter en fonction de l'autre. Et beaucoup de tolérance et dire que si Dieu a décidé qu'il devait y avoir des gens qui mangent des chenilles ici, qui mangent ceci, cela, c'est que c'est comme ça, c'est la diversité et c'est la richesse de notre monde. Donc c'est vraiment ça, la force du monde, c'est cette diversité, c'est cette richesse culturelle. Et c'est accepter la différence surtout. Et d'être pas dans le jugement. Ça te supprime le jugement parce que tu écoutes les gens, tu les acceptes tels qu'ils sont et tu processes par rapport à ça. J'ai vu que tu avais réussi ce projet avec Mensa Bank où vous aviez financé. Où nous le faisons toujours. Nous avons une saison qui va sortir là. Sérieux? La saison 4, on a fini de tourner en avril, je crois. Mais d'où est venue l'idée? De monsieur Hassan Kaba, le DG de Mensa, et de Fabrice Sawignon. Ah, mais c'est magnifique. Ils m'ont dit, Hassan a eu l'idée avec Fabrice. Ils m'ont dit, on est en train de concocter un truc là. On veut que tu sois sur le jeu. Tu as rencontré de formidables personnes. Des super entrepreneurs qui font de belles choses. Et ça te rassure. Tu te dis, waouh, il y a une génération d'entrepreneurs, de jeunes entrepreneurs qui en veulent, qui ont envie de participer à la transformation du continent, qui ont envie d'apporter leur pierre à l'édifice. C'est pas toujours parfait ce qu'ils font, mais ils sont dans l'essai, ils sont dans la tentative, ils sont dans l'action. Ils ne se découragent pas, ils continuent. Mais quels sont les entrepreneurs qui t'ont le plus marqué? Alors, l'entrepreneur qui m'a marqué, il y en a un cette année, qui est un jeune, qui a fait je ne peux pas trop en parler parce que la saison n'est pas encore sortie, mais il a une application super. Il y en a un qui avait monté une banque de photos l'année dernière. Ça m'a vachement impressionné, une banque de photos africaine. C'est pas risqué avec l'IA aujourd'hui? Non, c'était l'année dernière, donc on n'était pas encore dans le hype. C'est pas risqué avec l'IA parce qu'on aura quand même besoin de réalité. Moi, je pense que l'IA n'est pas un risque pour qui que ce soit. L'IA est la seule façon où le seul problème que l'IA pose, c'est le problème de créer des gens qui ont des soft skills, qui vont permettre d'être alignés avec la nouvelle donne. Le monde évolue et on doit évoluer avec le monde. Aujourd'hui, il y a l'intelligence artificielle. Quand je vois des gens qui disent « je ne veux pas l'utiliser », j'ai dit « Joe, si tu n'utilises pas, ça va t'utiliser toi-même ». Ouais, mais en fait, c'est ça, en fait, parce qu'aujourd'hui, avant l'IA, déjà, on avait des problèmes à aller déjà sur Wikipédia ou sur Google, rien que pour faire des recherches sur des mots qu'on ne connaissait pas. Ça, c'est les gens qui avaient des problèmes. Moi, toi et moi, on n'a pas ce genre de problème. Mais beaucoup en fait, ont cette flemme-là d'aller sur ces réseaux, d'aller sur Internet, juste pour pouvoir améliorer leurs connaissances, leur pédigré et tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Non, j'en ai trop. Parce que moi, quand il y a des questions que les gens me posent, je dis « Waouh, man, go to Google ». Really? Comme dirait Edith Brou, Google est votre ami, quoi. Je dis « Edith, arrête de dire ça ». Elle me dit « Mais la grande... Elle m'appelle ma boss, mais je comprends pas. Il y a Google, pourquoi il pose des questions? Tu vois, Google est là, quoi. Donc, tu peux aller sur Google, tu poses la question, tu mets le mot, tu vas avoir la réponse. Mais les gens ont de la paresse, en fait. Et c'est la même chose avec l'IA, je pense, aujourd'hui. Je pense que l'IA, c'est différent. L'IA, il y a une image qui est attachée à l'IA comme substitution de l'humain. Et en fait, les gens confondent substitution de l'humain. C'est un humain qui a créé et c'est à l'humain d'utiliser et de savoir utiliser de façon judicieuse. On peut dire que les gens confondent alors substitution de l'humain et substitution des tâches faites par l'humain. Exactement. C'est exactement ça. Il y a une confusion, il y a une méconnaissance, il y a une incompréhension et il y a surtout une peur de l'inconnu. Comme d'habitude, ce qu'on ne connaît pas nous fait peur. Aujourd'hui, toi, en quoi l'IA te permet d'accélérer ton rythme de travail? Moi, je travaille avec l'IA. Moi, ça me simplifie la vie à 200%. Je sais... Mais il faut savoir prompter. Je suis la reine du prompting. Really? Non. Moi, j'ai toujours en avance sur mon temps. Mais donne-nous une astuce. Écoutez, déjà, il faut être clair. Il faut être spécifique. Il faut être clair, il faut être spécifique. Il faut entrer les données. Si tu ne connais pas tes données, tu ne vas pas devenir un professionnel de quelque chose juste parce que tu vas utiliser l'IA pour développer ton contenu. Ce que tu ne connais pas, quand tu es en face aux humains pour le dérouler, on sait que tu ne le connais pas. Donc l'IA est un outil qui va expand your potential, qui va faciliter ton métier, mais qui ne va pas se substituer. Si tu dois délivrer quelque chose en présentiel ou toi-même, on sait que ce que tu sais, ce que
Tu ne sais pas. L'IA est là pour te faciliter les choses. Moi, je mettais un temps fou avant pour concevoir des modules. Maintenant, je sais qu'avec l'IA, je dis voilà ce que je veux parce que je sais ce que je veux. Voilà ce que je veux, donc je dis voilà ce que je voudrais ça. Comment est-ce que je peux le dérouler? Voilà, je mets spécifiquement les choses. Et l'IA me connaît. Donc l'IA va aussi prendre des choses qui me ressemblent. Va aller prendre mon contenu et adapter les choses à ma personne. Tu as su lui exprimer ta personnalité. Absolument. Lui intégrer tout ça. Bien sûr. Et puis j'ai du contenu en ligne, j'ai des vidéos, j'ai des textes. Donc l'IA va dire, OK, si tu dois être Naboufal. Et puis j'ai déjà rentré des textes à moi. Dire, est-ce que tu peux écrire comme si c'était moi? Voilà, ce ton, ces mots, cette énergie, ce genre de ton. D'abord, analyse mon style. Une fois que tu as analysé mon style, je peux réutiliser cette analyse pour, en écrivant dans le style de Naboufal, tel, peux-tu réécrire telle chose. Voilà. Comment tu fais pour être tout le temps dans ton époque, dans un confort dans ton époque par rapport à la technologie, être tout le temps en phase? C'est toujours cette adaptabilité dont tu me parlais au début. Je suis ingénieur en informatique à la base. Ben oui. Je suis ingénieur en informatique. C'est ce que je connais. Je codais. J'ai commencé à coder, j'avais 14 ans. Donc, qu'est-ce que tu veux? C'est ce que je connais. Oui. J'ai codé en Pascal, j'ai codé en Pascal, j'ai codé en C++. J'ai fait du Fortran, j'ai fait du COBOL. Qu'est-ce que tu me racontes? T'as fait les plus compliqués, écoute. J'ai fait de l'analyse Meurize. Je suis ingénieur en informatique. C'est ce que j'ai fait à l'école. J'ai passé des nuits à programmer en DB, en database, des bases de données. J'ai fait le travail, donc ça gère ton mental. C'est vrai que je n'ai pas forcément travaillé dans l'informatique. J'ai fait de l'informatique en ingénieur et ensuite j'ai fait de la finance en master. Mais ma carrière s'est faite autour du commercial et du marketing. Donc ça fait que j'ai un profil qui est tout à fait polyvalent. Mais ceci n'explique pas que... Parce que malgré ça, je pense qu'il y en a qui ont codé très tôt, mais qui n'ont pas su garder ce update-là tous les jours. Oui, mais mon mindset, il est comme ça. C'est ça. Mon mindset fonctionne comme ça. Je fonctionne dans le update, le upgrade, l'apprentissage continu, la compréhension de l'incompréhensible. Je veux toujours comprendre. J'ai besoin de comprendre. La curiosité, c'est une compétence qui est importante. Je suis extrêmement curieuse, intellectuellement curieuse. La curiosité intellectuelle est très importante. Dans ma vie, je lis énormément, je m'interroge beaucoup. Je vois quelque chose, je m'interroge. Quand il y avait Google, je demandais. Maintenant, il y a ChatGPT, je demande. Tiens, qu'est-ce que ça veut dire ça? J'apprends énormément. J'invite des gens aussi sur mon podcast qui m'apprennent énormément. Parce que les gens ne se rendent pas compte que host un podcast, c'est aussi un espace d'apprentissage. Bien sûr. Oui. Les podcasts, c'est des espaces d'apprentissage. Avant la mode des podcasts, moi, chaque samedi matin, j'étais sur des TEDx en train d'apprendre ce que les gens disent. Quand tu vois une personne, elle est le produit de ce qu'elle consomme, de ce qu'elle apprend, des personnes qu'elle fréquente. Mais si tu n'évolues pas dans ça, tu ne peux pas évoluer dans la personne que tu es. Nous sommes la somme de nos expériences passées, comme je dis souvent. Exactement. Mais ça n'exclut toujours pas. Parce que tu sais, c'est sûr que tu tombes souvent sur des plus jeunes que toi. Et ils sont stupéfaits, en fait, que c'est eux qui devraient t'apprendre certaines choses, mais en fait, c'est toi qui leur apprends, en fait, certains trucs. Ça t'arrive sûrement. Non, mais ça ne me dérange pas. Moi, s'ils m'apprennent, je prends. Et quand je leur apprends aussi, ils demandent. Tout est une question d'humilité, l'apprentissage. Et je crois beaucoup, et je le disais, on en parlait avec Sénam de Detrilab, on croit au mentorat inversé. C'est-à-dire qu'on apprend des jeunes comme les jeunes apprennent nous. Moi, je pense que le savoir, aujourd'hui, n'est le monopole ni de personnes plus âgées, ni de personnes plus jeunes. Le savoir, il est transversal et on le prend là où il est. On en profite là où il est et on le partage comme on peut, de façon transversale les uns avec les autres. Au-delà de l'entrepreneuriat, quelles sont tes passions? Alors, ma passion, j'adore lire, la lecture. Ah, ça, on ne savait pas. Ah non, je lis énormément. Je pense que je suis aussi la somme de beaucoup de lectures. Je suis quelqu'un qui lit beaucoup. Quel livre particulièrement tu adores actuellement? Bon, actuellement, je ne peux pas dire que j'adore un livre. Bon, je suis en train de lire Le pouvoir de la vulnérabilité de Brené Brown. J'ai lu un livre que j'ai aimé, c'est Presence de Amy Cuddy. Mais je lis aussi des livres africains. Donc, des livres africains. Des livres d'auteurs, quoi. Des livres d'auteurs. Moi, j'aime beaucoup Amadou Kourouma, En attendant le vote des bêtes sauvages. Ah, et c'est bizarre, parce que j'en parlais... C'est mon livre préféré. Je suis désolé, le Togo, mais c'est un de mes livres préférés africains. En fait, non, mais c'est pas... Tu sais, Amadou Kourouma avait fait le Togo. Je sais. Ah oui? Ça se voit quand tu lis le livre, quand même. Tu as même lu le livre. Non, mais c'est fou, parce qu'il était collègue avec ma mère. Et la dernière fois, je parlais avec ma mère, pas plus tard que ce week-end. Et je lui faisais voir un livre, en fait. Et je lui parlais je sais plus, de quelque chose. Et tout ça, il dit... donc, elle citait ses camarades.
Dans ce camarade, je lui citais, non, lui c'est Amadou Kourma, maman. Tu peux, genre, c'est pas lui. Non, c'est son il ami. était au Togo. Oui. C'est un ami à moi. Il dit, ah bon? Amadou Kourma. C'est un actuaire, il est dans l'assurance à la base. C'est fou. C'est ce qu'elle m'a dit exactement. Moi, je l'ai rencontré, j'ai eu la chance de le rencontrer via un ami assureur qui avait une société ici d'ailleurs, Eddie Ford Brown, qui avait Beneficial Life, la famille Brown. Et Eddie, une fois, est venu à Brazzaville. J'étais à Brazzaville. Il m'a dit, je mange avec Kourma. Je lui ai dit, en tout cas, tu ne vas pas manger sans moi avec le monsieur là, parce que moi, j'ai lu tous ses livres. De Allah n'est pas obligé, à Soleil des indépendances, à En attendant le des bêtes sauvages. Et tous ces livres, je les ai, Monnaie, outrage et défi, je les ai tous lus. Donc j'ai dit, je ne peux pas. Et j'ai rencontré Kourma. Il est décédé un petit peu après. Mais j'ai eu la chance de rencontrer Kourma. Donc ça, pour moi, c'est extraordinaire. J'aime aussi Tierno Monenembo, qui a écrit un livre sur les Peuls. Peuls, j'ai lu son dernier livre d'ailleurs. J'ai lu, je pense, tous ses livres. Je lis énormément, j'ai beaucoup lu. Et j'ai même un club de lecture avec des amis. Comment tu gères ta productivité? Non, mais je lis, je me couche, je me mets avec mon livre, je lis. Où est le problème? Je suis dans l'avion, j'ai 2, 3, 4 heures de vol, je lis. Je viens de finir le dernier livre de Chimamanda, là, Dream Count, je viens de le terminer. Et j'écris aussi des livres. J'aime aussi beaucoup écrire. Écrire est ma passion. Donc, Non, donne le process. Tu te lèves le matin, tu fais quoi exactement en fait? Je me lève le matin, je me lave comme tout le monde. Je me brosse les dents. Ensuite, je prie aussi. Après la prière, tu fais ton planning. C'est sûr que tu as un truc? Non, un rituel? Mon planning est déjà fait la veille. Donc je sais, en début de semaine, je sais exactement ce que je vais faire dans la semaine. J'ai un agenda, je sais ce que je vais faire. Okay, donc toi, tu fais ton planning la veille? Non, la semaine, en début de semaine. Et quand ce que j'ai pas mis dans mon agenda, je le mets au fur et à mesure des choses qui viennent. C'est dans mon agenda électronique. Donc demain, je sais que demain matin, ce que j'ai à faire. Je vais enregistrer 3 podcasts avec telle personne. Après-demain, j'ai un mariage. À 11h, je dois être à la mairie. À 14h, je dois être à l'événement. Vendredi, je sais ce que j'ai à faire. Donc, j'ai un agenda. Tu as une assistante aussi? J'ai 2 assistantes. D'accord, ok. Et maintenant, elle s'occupe aussi de travailler sur ton planning, c'est ça? J'en ai une qui gère mon planning. J'en ai une qui s'occupe de la logistique, de l'administration. Ok. Maintenant, une fois qu'une étape est terminée, tu conduis, tu enchaînes en même temps avec l'autre programme de la journée, c'est ça? Je pense que j'ai... Là, par exemple, j'ai rendez-vous avec une autorité tout à l'heure, juste après toi, mais c'est déjà dans mon agenda. Je savais déjà depuis ce matin ce que j'avais à faire, etc. Et avec ça, tu arrives encore à trouver du temps pour ta famille. C'est magnifique, en fait. Mais j'ai du temps. Il y a beaucoup de temps. Il y a le week-end. Les week-ends, je fais rien. Je me repose. Waouh. En fait, tu en parles comme si c'était tellement facile, mais en fait, tu fais tellement de choses aussi à la fois. Je fais pas tellement de choses à la fois. Je vis la vie telle qu'elle vient. Ok. Alors, il faut arrêter de penser, c'est trop. Il faut juste faire. Just do what you have. C'est une charge mentale qu'on se met dans la tête, selon toi. Je pense que c'est une charge mentale. Il faut être dans l'action. Quand tu es dans l'action, tu n'as plus le temps de voir si c'est trop ou si c'est pas assez. Tu fais. Le fait de faire est allégeant parce que tu es dans l'action. Je regarde pas ma journée en me disant j'ai tout ça à faire. Non, je fais. Je me dis ok, je vais faire ça. Faisons ça. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Du coup, tu fais pas des choses en fait que tu n'aimes pas. Si, dans cette même logique. Moi, je fais des choses que je n'aime pas. Hein. Quand je finis, je dois faire les rapports pour les clients. Je n'aime pas trop. Mais je dois répondre à des appels d'offres. Puisque je te dis que je travaille en B2C. Bien sûr. B2B. Oui. Tu vois, donc j'ai des choses que je n'aime pas forcément, mais je dois faire. Je les fais. Aujourd'hui, tu gères une équipe de combien de personnes environ? Alors, j'ai des équipes fixes et puis j'ai des équipes de consultants. Donc, comme je t'ai expliqué, j'ai toute mon équipe audiovisuelle qui gère ma chaîne YouTube ici, qui est basée à Lomé. J'ai une équipe de com qui est basée à Cotonou. J'ai une autre, quelqu'un qui est à Nairobi. J'ai des gens qui sont sur Abidjan. Donc, j'ai des gens qui sont un peu dispersés sur... Et une équipe fixe. Et une équipe fixe, voilà. On n'est pas nombreux, mais l'équipe fixe, en fonction des besoins des clients, on recrute des consultants. On a une équipe, on a un team de consultants, de formateurs aussi, de coachs avec qui on travaille, qui nous accompagnent. Je ne suis pas la seule à faire les formations, les coachings, etc. Mais même dans ta liste, tu as le temps. C'est bien envoyé, en fait. En fait, je ne vous dis pas, mais c'était difficile de l'avoir, en fait, ce podcast. Hein. Je vous préviens. mais je devais bien ça à Lomé, quand même. Mais en fait, je pense que c'est quand même bien d'être beaucoup plus occupé que de ne pas être occupé du tout. Donc, on remercie bon Dieu, tu vois. C'est une grâce. À la fin de la journée, c'est une grâce. Tu sais ce qu'on dit chez nous? Non. Quand on dit qu'on est occupé, c'est la prière à laquelle Dieu a répondu. Et c'est ça, Dieu a répondu aux prières et c'est pour ça qu'on est occupé. Oui. On a des choses à faire parce que nos prières sont arrivées et le Seigneur a reçu et il nous fait travailler. C'est pour ça que je dis très souvent à mon équipe, en fait, que soyons reconnaissants, même si ce n'est pas à la hauteur financière qu'on veut pour le moment. Absolument. Soyons reconnaissants qu'on soit chargé. L'occupation, être occupé de façon constructive, bien sûr,
c'est quelque chose qui forcément va amener ce que nous voulons à un moment ou à un autre. Tu ne peux pas ne pas atteindre ton objectif financier quand tu es structurellement et stratégiquement occupé. Et ceci implique du coup l'expérience qui vient avec. L'expérience qui va avec et l'apprentissage continu qui vient avec l'occupation. Parce que quand tu dis tu es occupé, tu n'es pas occupé à t'amuser. Vous avez le studio podcast, mais vous apprenez tous les jours, vous ajustez tous les jours. Bien sûr. Donc c'est un apprentissage continu. C'est un métier que vous êtes en train de comprendre, une dynamique que vous êtes en train de comprendre. Vous allez mieux filmer la prochaine fois, vous allez mieux savoir comment gérer les invités, vous allez mieux gérer les choses. Donc c'est un process d'apprentissage continu qui est ce que j'aime dire le learning by doing. On apprend en faisant. Ça, c'est, pour moi, parce que moi, tu as vu, je suis issu d'autres secteurs, mais j'ai fait ma carrière dans un secteur que je ne comprenais pas, mais j'ai appris sur le terrain. Comment tu affrontes la peur de l'inconnu, du coup? Je vérifie si j'ai peur de l'inconnu. Tu n'as même pas peur de l'inconnu, en fait? Pas beaucoup. Un peu. Attends, si tu as 23 ans, 22 ans, 23 ans, tu dis que non. Tu as peur de l'inconnu? Non, non, pas du tout. Tu penses... problème. Non, c'est pas ça. Tu as 22 ans, 23 ans, tu vas dire à tes parents que toi, tu penses que tu étais japonaise dans une vie intérieure et que tu dois aller au Japon, donc tu ne peux pas avoir peur. Quand tu as 18 ans, tu travailles, tu dis que non, je vais aller passer quelques temps à Moscou, mais je vais travailler seul, j'ai envie d'aller à Moscou parce que j'ai envie de comprendre le communisme. Je ne sais pas si j'ai peur de l'inconnu. Ils ont réagi comment? Non, ils sont d'accord. Est-ce qu'ils vont... Je travaille, je paye... Je cherche mon argent pour ça. Mais ils doivent être quand même un peu subjugués, soit un peu différentes quand même des autres. Je ne suis pas différente de ma mère, en fait. Ah oui? Pas du tout, parce qu'elle est très comme moi. Donc c'est une femme qui n'a pas peur de grand-chose, qui y va. Donc, c'est pas... Tu as puisé beaucoup d'elle, en fait. Oui, c'est ce que je connais. En fait, c'est ça, les enfants font ce qu'ils connaissent. Et c'est sûr que tu as des moments down aussi. Comment tu as géré? Je me couche, je dors. Quand je suis fatigué, je suis down comme tout le monde. Je me couche, je dors. Ou bien je vais m'acheter des choses. Comme toutes les femmes qui se respectent. Oui, pour te faire plaisir. Je me fais plaisir. Ou alors je vais déjeuner avec des amis sympathiques, on rigole. Mais beaucoup de jeunes, aujourd'hui, ils parlent beaucoup de dépression. Ce sont les fléaux de notre année, hein, tu sais, de notre génération à nous. Dépression, moment down, déprimé, burn-out. Moi, j'ai déjà fait un burn-out, même 2. L'année dernière, mon corps m'a lâché. Ça, c'était pas dépression, mais c'est le physique. Perte d'immunité. Mon corps m'a littéralement lâché. J'étais au Katanga, à Kolwezi, pour une conférence. Je n'ai pas vu la salle de conférence. On m'a hospitalisé dans ma chambre d'hôtel pendant 5 jours. Je suis rentré. Je n'ai pas pu prendre l'avion de Kolwezi à Lubumbashi. On a dû m'amener en voiture à Lubumbashi. On a dû me soigner pour que je prenne l'avion et je suis arrivé à Abidjan en chaise roulante. Non. Donc mon corps m'a lâché. Oui, parce que en fait, j'ai tellement pas peur de l'inconnu, je vais tellement dans l'action qu'à un moment, j'oublie que je suis juste une personne qui a un corps, une personne humaine. Tellement je suis dans... Moi, je prends en moyenne l'avion une quarantaine de fois dans l'année. Mais physiquement, est-ce que c'est sustainable? Donc mon corps, quand tu n'écoutes pas ton corps, il te rappelle à la vérité. Je fais un burn-out en 2019, toujours la même chose, toujours up and down. Et la dépression, je connais, parce que mon fils a fait une dépression. Un de mes jumeaux, j'ai un jumeau qui est autiste, et quand son frère partait aux États-Unis, il a intériorisé, donc un autiste. Et vraiment, c'est là où j'ai connu que la dépression, c'est pas seulement se coucher et dire je suis down, hein, c'est une maladie, avec des épisodes psychotiques, des hallucinations, tu dois faire un traitement médical, tu dois te soigner, donc c'est tout un process. Et j'ai découvert la vraie dépression à ce moment-là. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo dessus sur la santé mentale sur ma chaîne. Et j'ai connu aussi, j'ai perdu ma cousine Germaine, la fille de la sœur de ma mère, quand j'avais 15 ans, d'un suicide. Donc je connais ces choses-là, je l'ai vécu dans ma famille et j'en ai fait une vidéo aussi parce que ce n'est que l'année dernière, pendant mes vacances, je me suis rendu compte que je n'avais pas process. Voilà, donc je connais. Je crois que quand on dit aussi que nous sommes la somme de nos expériences, parce que c'est pour ça que tu ne te laisses pas le temps en fait d'avoir ce genre d'émotions. Non, j'ai les émotions et je les vis, je me laisse le temps d'avoir les émotions. Parce que la dépression vient parce qu'on justement ne se laisse pas avoir les émotions. Je suis certifié en intelligence émotionnelle, donc je sais que les émotions, il faut les vivre. Moi, quand je ne suis pas bien, j'ai le courage de dire je ne suis pas bien. J'ai perdu mon oncle le 22 juin, mon cousin juste après, il n'y a pas longtemps, mon autre cousin, le frère de ma cousine s'est suicidé. Il était très malade, il avait une sclérose en plaques, il est décédé. C'était très difficile. Quand les gens m'appellent, j'ai pas envie de sortir de chez moi, je ne suis pas bien. Je reste enfermé. Je dis, je suis down. Il faut le dire. Le problème, c'est que les gens veulent faire comme s'ils vont bien tout le temps. C'est cette affaire de vouloir faire semblant de have it all, faire semblant de tout gérer, de tout comprendre, de tout maîtriser. C'est ça qui nous tue. À force de faire semblant d'aller bien, eh bien, tu vas pas bien. Ça va pas, ça va pas.
Moi, j'appelle, je dis carrément, j'ai pas envie de sortir de chez moi. Je suis pas bien. Je le dis, mes amis m'appellent. Ah non, vraiment, je suis pas bien. Ah, ça va pas, voilà ce qu'il y a. Je suis en deuil, je le processe pas, ça me fait mal, c'est dur. Et c'est humain. Ce qui est pas bon, c'est justement de faire semblant de ne pas avoir ces émotions-là. Il faut les vivre. Parce que c'est humain d'avoir des émotions. C'est humain d'avoir un goumin et de se coucher pendant 3 jours. Et de dire, Joe, ça fait mal. Ce qui est mauvais, c'est de vivre de ça dans le goumin pendant toute sa vie. Parce que finalement, il n'y a qu'une seule réalité, c'est que quoi qu'il arrive, life goes on. The show must go on. Les choses continueront. Hein. Même quand tu ne seras pas là, les choses vont continuer, on trouvera un remplaçant. La vie continue. J'ai vu une image l'autre jour, quelqu'un qui a mis une photo de quelqu'un en train de manger, et puis il dit, ça c'est quelqu'un de ta famille 1 heure après ta mort. Wow, this is so powerful. Ça c'est quelqu'un de ta famille 1 heure après ta mort. Il va manger, parce que c'est humain, l'humain doit manger. Il doit dormir, il doit vivre. Ça c'est fort ça. La vie continue. Ouais, cette image m'avait marqué. La vie continue. Et j'ai la chance d'avoir la vie, la santé. Je vais tomber, mais je dois me lever et continuer à vivre. Ne serait-ce que pour honorer ceux qui sont partis ou ceux qui n'ont pas l'opportunité d'être en vie. Je me dis finalement, le devoir de celui qui est vivant, c'est de vivre la vie, même pour ceux qui sont partis. Ah ça. That's my philosophy of life. Yeah, that's awesome, you know. I'm grateful. Yeah, you know, right? Yeah, We're grateful. I'm grateful, yeah. Écoute, je fais cette petite pause rapidement pour te parler de Smart Talk. Si comme moi, tu passes tes journées à répondre aux messages sur WhatsApp pour faire avancer ton entreprise et ceci te ralentit dans ton travail, alors Smart Talk est fait pour toi. Imagine, tu donnes accès à ton WhatsApp à un assistant professionnel qui répond à ta place. Et ça, c'est exactement ce que Smart Talk fait. Pendant que tu bosses, un assistant formé par toi-même gère tes messages comme si c'était toi. Donc, tu gagnes plus de temps et tu as moins de stress. Va tout de suite sur smarttalk.chat et essaie-le dès maintenant. D'ailleurs, tu as droit aux 100 premiers messages gratuits. Tu m'en diras des nouvelles et félicitations pour ta nouvelle assistante. Je t'ai vu sur des photos avec Dangote. Yes, Ali, ouais, Aliko, ouais. Une vieille connaissance? Oui, je le connais depuis 30 ans. Ça fait 30 ans qu'on se connaît, oui. Dans quel cas vous êtes connus? Tu peux nous raconter un peu? Alors, je connais la famille, en fait. D'accord. Je connais très, très bien la famille. Donc, je vais chez eux à Kano. Je connais les Dantata. Ma tante a été mariée avec l'oncle d'Aliko dont on parle. D'accord. Ousmane Dantata. Ma tante a été mariée avec lui. Donc, je vais chez sa mère à Kano, chez Hadja Maria. Je connais la famille, en fait. Je le connais depuis très longtemps. Je le connais quand personne ne le connaissait. Donc, c'est pour ça. C'est maintenant que les gens le connaissent. Mais bon, voilà. C'est comme si... les gens qui me connaissaient à 20 ans, ah, tu connais Naboufa? Les gens disent, je la connais depuis toujours, quoi. C'est nothing to be impressed about. Yeah. Mais c'est quelqu'un de battant, de travailleur, qui accomplit des choses sur le continent. Aujourd'hui... Je connais ses filles. Ben, j'étais avec lui, là, il y a un mois, j'étais à Flexing Bank. D'ailleurs, j'ai fait faire une vidéo et tout. J'étais avec lui, il me disait bonjour. J'ai bien posté la vidéo, j'ai dit comme ça. Il était tellement content de me voir. J'ai dit, voilà, affaire. Il me dit, ah, Nabou. J'ai dit, voilà, I'm here. Aujourd'hui, c'est sûr qu'il y a des projets quand même que vous avez ensemble ou bien... Pas du tout. C'est pas parce que je connais Dangote que je dois avoir des projets avec lui. Il a ses projets, j'ai ma vie. Les gens pensent que parce que tu connais quelqu'un qui a beaucoup d'argent, tu dois absolument se coller ou vouloir de l'argent de lui. C'est une relation, c'est un ami. Tu as le droit d'être ami avec quelqu'un. J'ai ma vie, j'ai mes projets, il a sa vie, il a ses projets. Mon ambition n'est pas d'être toujours busy avec beaucoup d'argent et puis de ne pas dormir la nuit. C'est pas mon ambition. Mon ambition, c'est de vivre, de pouvoir prendre du temps, d'aller manger avec des amis, de pouvoir prendre du temps. Chacun a son ambition. Chacun a sa vision. Lui, il vit pour travailler. Moi, je travaille pour vivre. Bon, tu travailles pour vivre... Ok, je pense beaucoup plus que tu vis tes passions plutôt. Mais c'est ça le travail. À partir du moment où ce sont mes passions, c'est mon travail, c'est ma vie. Après, c'est très bien de penser aussi que c'est pas parce que tu connais une relation très bien placée que c'est forcé en fait de vouloir la monétiser si on peut être cru. C'est pas forcé. C'est ça. Mais je sais qu'il est là. Si j'ai besoin de lui, je peux lui demander. Ou lui ou d'autres. J'en connais d'autres. C'est pas le seul. Non, Nabou, fais-nous le top 5 des personnalités que tu connais. Qu'est-ce que tu appelles personnalité? Du même grade que Dangote, par exemple. Iko, il y a Yerim. Yerim So. Ah oui. Il y a Naguib Sawiris, qui a été mon patron quand même, qui est sur la liste des hommes les plus riches d'Afrique. Égyptien. Après, je sais pas. Je sais pas. C'est eux que je vois, les top 3. Là, Et en Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, je connais M. Diagou. Ouais.
Monsieur Diagou, qui d'autre, je sais pas. Il y a qui en Côte d'Ivoire dans le top 5? Au Togo? Monsieur Komé Cissé, qui est un grand frère, un ami, le propriétaire du Radisson, de Bamako et d'Abidjan. Au Togo, ma famille connaît bien le père de Lionel, qui a le Yadjo. C'est tonton Jondo. D'accord. Que la famille connaît bien. Et au Bénin? Au Bénin, je ne vois pas du tout. Au Bénin. On connaissait, mais à l'époque, il y avait un monsieur qui était... c'est fou, Fagbongo, à l'époque, qui était un grand... C'est les anciens riches. Mais je ne connais pas trop au Bénin, je ne vois pas, non. On m'a dit une fois, ne confonds pas un nouveau riche et un ancien pauvre. Exactement. Tout à l'heure, ça m'a fait tiquer quand tu as dit un ancien riche. Non, il n'est pas un ancien riche, c'est les anciens, non. Bien sûr. Mais il est toujours bien. Sûr, bien. Monsieur Fagbon, c'est fou, qui est quand même un homme d'affaires reconnu. Il y avait des grandes dames, Aladja Karamatou, les amis de maman, et tout ça. Donc, quand même des gens, voilà, quoi. Quelle place tu mets, du coup, aux relations humaines, en fait, dans ta vie? Pour moi, l'humain est le plus important de tout. C'est pas ce qu'il est, ce qu'il a. Oui. Je m'en fiche, en fait. Et je pense que le fait que j'ai des relations avec les gens, c'est pas par rapport à ce qu'ils ont. Et le fait que la relation perdure avec les personnes, c'est parce que je respecte l'humain dans la personne. Je vois ça. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Pour moi, l'humain est le plus important. Maintenant, on fait des affaires avec des humains. S'il y a une opportunité, je peux dire, ah tiens, écoute, il y a telle chose, est-ce qu'on peut travailler ensemble? C'est normal, c'est la vie. Mais ma relation n'est pas basée sur l'intérêt que l'humain va m'apporter. À partir de quelle année tu t'es installé en Côte d'Ivoire? Moi, j'ai grandi en Côte d'Ivoire. Carrément? Ah oui, moi, j'ai passé tout mon primaire, mon secondaire, ma 6e. Mes parents vivaient en Côte d'Ivoire. C'est de là que tu as quitté pour aller aux États-Unis? Non, c'est quand faisais mes études. J'allais en vacances aux États-Unis, en Côte d'Ivoire, mais j'ai vécu en Côte d'Ivoire. Ah oui, puis les gens ne savent pas. Moi, je suis en Côte d'Ivoire depuis que j'ai l'âge de 10 ans. Mais beaucoup ne savent pas, en fait. Si, les gens d'Abidjan savent, puisque c'est pour ça que je connais tout le monde. Oui, je parle de... j'ai grandi en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai grandi à Abidjan. J'ai fait ma 6e, de ma 6e à Mermoz, Côte d'Ivoire. C'était à l'époque, il y avait le Collège France. C'était après que l'école française, d'ailleurs, est venue, après le Collège en Mermoz. L'école internationale Mermoz. Donc, ça fait que les gens qui sont là, c'est des gens avec qui j'ai grandi. Bien sûr, je vois. C'est mes amis d'enfance. Oui. J'ai grandi en Côte d'Ivoire, en fait. Et aujourd'hui, quel rapport, quelle vue tu as, en fait, de la Côte d'Ivoire en étant à l'intérieur et en étant à l'extérieur? Parce que actuellement, je crois que c'est la plaque tournante en milieu francophone. Moi, ça a toujours été la plaque tournante de ma vie. Donc, je ne peux pas dire, par rapport à quelqu'un peut-être qui n'a pas vécu, moi, ma vie, mes amis sont là-bas, mes amis d'enfance sont là-bas, mes références sont là-bas, j'ai grandi là-bas, je ne sais pas. Donc, je ne peux pas avoir le même regard que quelqu'un. C'est le pays que je connais, c'est pour moi... Je n'aurais jamais cru, d'ailleurs, quand je suis parti en expatriation, je n'aurais jamais cru que moi, je vivrais ailleurs qu'en Côte d'Ivoire dans ma vie. Je suis allé en expatriation, je dis, waouh, moi, je peux vivre ailleurs. Et mon réflexe, quand j'ai pu rentrer d'expatriation, les gens me disent, ah, mais tu ne vas pas au Sénégal parce que tu es sénégalaise quand même, à la base. Je dis, non, mais pour moi, c'est logique d'aller à Abidjan, tu vois, parce que c'est là-bas qu'il y a mes amis. À un moment, j'ai voulu d'ailleurs vivre à Lomé. Non. Quand j'ai quitté l'Afrique centrale, je voulais m'installer à Lomé. Je ne sais pas pourquoi, parce que je pouvais m'installer où je voulais, en fait. Et puis, je me suis dit, non, attends, je vais aller à Abidjan, c'est là-bas que sont mes amis. Parce que j'aime bien Lomé. Je trouve que c'est une ville, je me disais, c'est un bon compromis. Comme je voyage toujours beaucoup, je me suis dit, il y a Sky, tu peux voyager. Puis, naturellement, je me suis retrouvé à Abidjan parce que c'est mon milieu naturel, en fait. Et c'était à quelle période pour Lomé? 2016. Mais c'est tout récent, il y a à peine 10 ans, en fait. Oui. Parce que j'étais en expatriation au Congo, dans les 2 Congos, etc. Mais je travaillais dans les télécoms. Comment s'est fait la connexion avec Kayi Dogbe? Ah, c'est une amie que j'ai rencontrée il y a quelques années. Et on est des sœurs, voilà. Et, les relations de famille, etc. Beaucoup l'assimilent à la Naboufa du Togo, en fait. C'est quand même fou, quoi. Elle est la Kayi Dogbe du Togo. Bien sûr. On n'a pas besoin de dire le nom de quelqu'un. Elle est elle-même, point. Mais beaucoup, en fait, admirent déjà cette connexion, ce rapprochement, et se demandent souvent, est-ce que vous avez des projets ensemble? On est associés ensemble, déjà. On a un projet ensemble qu'on déroule depuis 3 ans. Et justement, samedi, lorsqu'on a eu le Salon international de l'entrepreneuriat féminin, on a fait la remise des diplômes de la 2e cohorte de Madjé. Madjé, tu te souviens, en 2022, Bien on a fait le lancement de la cohorte. Bien sûr. C'est un projet commun sur lequel on est en partenariat. D'accord. Donc, on a lancé ce projet-là d'incubateur pour accompagner des femmes entrepreneurs au Togo. Pour moi, c'était important. Je dis à Kayi, avec l'expérience qu'on a, nous, moi et mes associés à Impact Hub Abidjan, elle est venue à Impact Hub Abidjan, de rencontrer mes associés et moi.
Et on s'est dit, bon voilà, ce serait bien que... Parce que pour nous, c'est important de voir l'écosystème entrepreneurial en Afrique grandir. On a besoin de donner des compétences et des outils aux entrepreneurs, notamment aux femmes. Donc, ce projet, c'est un projet que nous menons à bien depuis... D'ailleurs, si tu vas voir sur les certificats de Madji, il y a sa signature et la mienne. Et la tienne juste à côté. Oui. Et j'ai remarqué que vous luttez beaucoup pour la cause des femmes dans l'entrepreneuriat. Parce que nous sommes des femmes entrepreneurs, donc logiquement, on connaît les challenges que nous avons, on sait ce que nous vivons, donc voilà. Donc on se dit, comment est-ce que nous, qui avons quand même des meilleures conditions, plus d'opportunités, parce que l'objectif dans la vie, c'est pas de garder tout pour soi, mais comment est-ce que tu peux transmettre, comment est-ce que tu peux partager, comment est-ce que tu peux impacter et transformer autour de toi dans l'écosystème. Et apporter ça aujourd'hui au niveau du Togo, c'est important pour nous. Tu vois, on a pu... Hier, moi j'étais en formation pratiquement tous les jours, c'est pour ça que tu m'as pas vu. Hier matin, j'étais en formation avec les femmes entrepreneurs à l'université de Lomé, de Madji. Samedi, j'étais en formation avec les femmes qui sont venues pour le Salon international d'entrepreneuriat féminin, qui sont venues de 14 pays, des femmes du Burkina, du Sénégal, du Bénin, du Tchad, etc., qui sont venues pour cette initiative. Et samedi, on avait un colloque à l'université de Lomé avec des professeurs de haut niveau. Donc, c'est important de donner La transmission, c'est quelque chose qui vient de soi. Quand on accomplit certaines choses, notre mission, c'est aussi de s'assurer qu'il y aura une pérennité. Parce que c'est pas le tout de dire « j'ai fait », mais qu'est-ce que je laisse et comment j'impacte. Aujourd'hui, quand on me demande « c'est quoi ta plus grande fierté ?» La plus grande fierté, c'est de savoir que il y a 20 ans, moi, j'étais en entreprise, j'étais directeur, très jeune, avant 30 ans, et que quand j'étais directeur, aujourd'hui, les gens que j'ai recrutés, que j'ai formés, que j'ai accompagnés, sont aujourd'hui des directeurs. Et l'autre jour, il y a une qui est venue me voir à la maison, elle me dit « tu as été ma directrice il y a 20 ans », elle est plus âgée que moi, elle vit au Canada, elle est passée à Abidjan, une Congolaise. Elle m'a offert un Blisco, elle m'a dit « tu as été ma directrice, tu m'as beaucoup appris, pourtant tu as été plus jeune que moi. Je n'ai pas oublié tout ce que tu nous as appris. » J'étais à Brazza dernière, il y a une qui m'a offert un Z Flip, Priska, coucou. Elle me l'a envoyé quelqu'un, elle m'a dit « tu choisis le téléphone que tu veux, parce que si je suis là aujourd'hui, c'est grâce. » Est-ce que ça, c'est pas plus que les milliards? C'est beau. C'est pas plus que l'argent, ça. C'est magnifique. Ça, c'est plus que les milliards pour moi. Et parmi ces femmes que tu as rencontrées, par exemple, depuis que tu opères sur Lomé, est-ce qu'il y en a qui t'ont marqué également? Ah oui, on a des super belles entrepreneurs qui font des choses magnifiques. Je me rappelle, il y en a qui font de la pâte d'arachide. Il y en a que Madame Kakaï a fait venir à Abidjan l'année dernière au FICTAF pour pouvoir exposer. Donc, on a ces entrepreneurs qui sont ténaces, qui sont vraiment dans l'action, qui se battent sur le terrain. Hier, j'en ai vu pas mal, donc j'en vois tout le temps des entrepreneurs. Et je me dis, ces femmes-là, elles ont une volonté. Hier, on en a eu une qui était extraordinaire, qui fait des amuse-bouches. Elle a même créé sa marque d'eau. Son seul souci, elle dit, je n'arrive pas à m'exprimer parce que je n'ai pas été à l'école. Et travailler sur sa transformation hier et la voir en fin de session dire, je vais oser prendre la parole, pour moi, c'est ça. C'est beaucoup. C'est le reward. Yeah. Tu vois ce que je veux dire? C'est la récompense. Et voir ces gens changer, du coup, quand ils entendent, je ne vais pas dire la bonne parole, mais bon, quand ils entendent quand même des mots qui galvanisent et également des stratégies, des process que tu partages. Des stratégies et des process, surtout. Voilà, c'est ça. Partagé avec elle. C'est beau de voir cette transformation-là, en fait. Ah non, c'est nourrissant. Et tu te dis, voilà ce que je peux apporter à mon continent. Parce que pour moi, un Africain, quel que soit l'Africain que j'impacte, pour moi, je fais un travail pour le continent. Je ne me dis pas, non, je dois aller que dans tel pays pour faire les choses. Non. Là où je vais, je dois faire. Que ce soit au Niger, que ce soit au Mali, que ce soit au Burkina. Pour moi, aujourd'hui, l'Afrique nous appartient à nous tous. Tu vois, tu es Togolais, demain, tu as envie d'aller à Abidjan faire un truc, aller à Dakar. Ta porte doit être ouverte. Tu dois pouvoir faire ce que tu veux. En 2020, j'ai rencontré d'abord un jeune qui était venu chez moi et qui me demandait en fait de lui donner des tips, des aides, parce qu'il est dans un secteur de la restauration très niché. Et il voulait juste avoir peut-être les bons contacts ou bien les bons outils pour faire les bonnes performances. Pour moi, c'était rien. Je l'ai guidé vers une entrepreneur qui avait sa chaîne de restauration déjà sur Lomé. Il m'a écrit, il m'a dit qu'il a bien contacté, etc. 4 ans après, je le rencontre lors d'un programme de coaching, d'accord, qui a été initié par une institution internationale. J'étais coach. Il s'est avancé vers moi, je ne l'ai pas reconnu. Il m'a dit, ah, tu te souviens de moi? Je lui ai dit non. Il dit, mais en fait, c'est toi qui m'as aidé à rencontrer telle personne. Aujourd'hui, je fais partie, en fait,
des gens qu'elle recommande comme coach pour raconter son parcours. J'ai dit, mais c'est pas vrai. Oh, nice. En fait, le simple contact que tu donnes, en fait, ce portefeuille-là que tu lui ouvres, c'est vraiment magnifique de voir à quel point quelqu'un peut en faire quelque chose de très beau. Bien sûr. Prendre juste une graine et en faire un bouquet de fleurs, c'est magnifique. En fait, c'est ça la générosité. La générosité, c'est ouvrir les portes aux gens, c'est ouvrir les opportunités, c'est partager les contacts. C'est pas l'argent. Hein, pas forcément. Les gens pensent que c'est toujours l'argent. Des fois, on a besoin de plus de choses que d'argent. Et aider quelqu'un n'empêchera pas ton étoile de briller. Au contraire. En fait, il faut vraiment que beaucoup le comprennent. Au contraire, plus tu aides les gens, plus ton étoile brille. Plus tu partages, plus tu grandis. Plus tu donnes, plus tu reçois. C'est ce que les gens doivent comprendre. Les gens ne comprennent pas. Ils sont là, comment tu fais? Moi, je donne et je partage et ça ne me dérange absolument pas. Et je sais que ce que Dieu a prévu pour moi selon son plan, ça me viendra. Donc, et que chacun de nous a sa mission à accomplir. Et qu'on a des missions qui, ces fois, sont similaires. Et c'est pas grave, parce que je ne peux pas seul accomplir cette mission-là. J'ai besoin qu'on soit nombreux à faire la mission. Bien sûr, bien sûr. Il y a de la place, tellement de place. C'est l'esprit de ce qu'on appelle le scarcity mindset. L'esprit de manque des gens qu'ils pensent que c'est eux seuls qui doivent faire quelque chose. Mais dans l'esprit d'abondance, tu accueilles toute personne qui fait les choses. Pourquoi? Quand tu vois le nombre de pharmacies qu'il y a dans une ville, ça n'empêche pas que les gens continuent à ouvrir des pharmacies. Quand tu vois le nombre de supermarchés, les gens ouvrent des magasins d'alimentation. Quand tu vois le nombre de magasins d'habits, les gens ouvrent. Mais pourquoi veux-tu être la seule personne à le faire? Il y aura toujours de la place pour tout le monde. Est-ce que ce n'est pas un problème aussi où beaucoup de personnes ne comprennent pas quelle est leur vraie mission? Je pense que c'est plus que ça. C'est un problème de mindset, de manque de mindset d'abondance. Le mindset d'abondance, c'est savoir que le monde a des opportunités illimitées pour chacun de nous. Et que quand j'ouvre mon esprit à l'abondance vient à moi. Moi, je ne manque pas de business. Les gens disent c'est dur. Je dis, moi, ce ne sera jamais dur pour moi, par la grâce de Dieu. Parce qu'il y a des opportunités dans l'univers et que le bon Dieu me connectera aux bonnes opportunités par sa grâce. Est-ce qu'il y a une astuce que tu donnes souvent aux gens pour pouvoir mieux comprendre quelle est leur mission en réalité? Se dire, à part l'ikigai. Pourquoi qu'est-ce que je fais qui a du sens pour moi? Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que je fais qui me fait vibrer? Déjà se poser la question. Est-ce que je suis aligné avec ce que je suis en train de faire aujourd'hui? Et qu'est-ce que j'aimerais réellement faire? Et il faut essayer aussi. Des fois, tu penses que c'est ça ta mission, mais en fait, c'est pas ça. C'est le test aussi. Au fur et à mesure, tu vas trouver ta voie. Il y en a qui le trouvent tôt, il y en a qui le trouvent plus tard. Chacun a son histoire, chacun a son chemin. Donc, du coup, à chaque fois que les gens essaient de pouvoir... Parce qu'il y en a beaucoup qui se perdent. Hein. Mais ils ont le droit de se perdre, ça fait partie du chemin. On s'est tous perdus. Après, quand je prends des histoires où le directeur de KFC, par exemple, je crois que c'est vieux qu'il a lancé KFC, en fait, tu vois. Bien sûr, le founder, il a je crois que c'était à 70 ans ou un truc comme ça. Oui, mais c'était ce que Dieu avait prévu pour lui, c'était son moment. Le destin de chacun, il y a des gens qui meurent à 30 ans. Lui, il a la chance d'avoir eu 70 ans. Avant de lancer sa boîte, oui. Parce qu'il était vivant. C'est pour ça que je dis, Seigneur, la meilleure prière qu'on peut faire, c'est une longue vie et une bonne santé. Parce que quand tu as les deux choses, et moi, mon modèle, c'est toujours été Mandela. Il aurait pu mourir à 30 ans, mais Dieu a décidé qu'il allait faire 27 ans en prison, sortir et devenir président, parce qu'il avait la vie et la santé. Donc quand on a ces deux-là, quand ton heure sonne, quand ton moment vient, personne n'y peut rien. Est-ce que le leadership intervient beaucoup, selon toi, dans le fait de façonner son équipe? Alors, le leadership, oui, forcément, les compétences de leadership. Parce que moi, le mot leadership commence à me saouler aussi. Ok. Africain, 1, 2, 3, leadership. Je suis leadership, on n'en peut plus. On est fatigué même du mot. Les Africains ont pris ça. Tu sais que nous, on ne fait pas doucement. Quand on prend le nom, un truc là, oui. On prend ça, mais on mélange tout. Plus qu'à cœur même que ceux qui l'ont inventé. Parce que le leadership, c'est pas être un chef. Le leadership est une posture. C'est une posture. Tu peux être le gardien de sécurité d'une entreprise et être le leader informel de l'entreprise. Parce que tu as la personne qui conseille, qui inspire, qui partage, qui donne. Le leadership est une posture. Ça implique beaucoup de sacrifices? Ça implique pas de sacrifice, ça implique beaucoup d'authenticité. C'est pas une question de... C'est ce que tu es. Le leader, il est. Maintenant, quand on veut développer son leadership, on essaie de comprendre quelles sont les compétences. On est dans un poste. Et à ce moment-là, on s'est dit, nous accompagnons les leaders dans ce sens-là, les dirigeants. Comment est-ce que je peux, en tant que dirigeant, améliorer ma posture de leadership pour être un meilleur dirigeant? Et c'est là où je rejoins ta question. Parce que je peux être un chef, j'ai un poste, mais je n'ai pas de posture de leadership. Donc, la posture de leadership, ça demande d'être quelqu'un qui sait écouter.
quelqu'un qui sait communiquer, quelqu'un qui sait, quelqu'un qui a le sens de l'équipe, qui sait qu'il ne peut pas construire seul, qu'il ne peut pas décider seul. Et bien sûr, il y a différents styles de leadership, tels que Goleman les a décrits, et d'autres, bien sûr. Donc, comprendre l'essence du leadership, c'est comprendre quelles sont les compétences que je veux acquérir dans le contexte dans lequel je me trouve, et quel type de leadership est-ce que je dois pratiquer pour pouvoir atteindre mes objectifs dans ce contexte professionnel-là. C'est quelque chose de crucial dans l'entrepreneuriat. C'est quelque chose de crucial dans la vie professionnelle en général, que ce soit en tant qu'entrepreneur, en tant que cadre d'entreprise. C'est crucial d'être conscient de nos besoins. Moi, j'ai beaucoup de dirigeants qui viennent me voir et qui me disent, écoute, voilà, j'en ai une qui est venue me voir, elle vient d'avoir un nouveau poste dans une nouvelle organisation en tant que directrice générale. Elle me dit, écoute, il faut absolument que j'améliore, que j'adapte mon leadership à cette nouvelle dynamique d'entreprise. Parce que chaque équipe d'entreprise a sa dynamique. Tu peux venir d'un secteur lambda, tu te retrouves dans un autre secteur avec d'autres personnes. Tu as, voilà, une autre. Hier, je discutais avec un directeur général ici à Lomé. Il me disait, je lui demandais, parce que lui, il voit dans son environnement, il y a des sociétés de formation, etc. Et je lui demandais, qu'est-ce que tu penses qu'il manque? Et il me dit, voilà ce qui manque. Il manque une certaine... Les Africains dirigeants n'osent pas prendre des décisions comme virer les gens qui les aident pas à atteindre leur objectif. Voilà. Je lui dis, ok, j'ai jamais pensé à ça, mais ce qu'il dit, c'est vrai. Parce que quand j'accompagne beaucoup de dirigeants, donc, quand j'accompagne des dirigeants, je me dis, waouh, ça c'est vrai. Et souvent, c'est culturel, parce que nous, on n'aime pas enlever le pain de la bouche de quelqu'un. Mais on ne peut pas confondre le business et les émotions en même temps. Je sais, mais on ne peut pas... C'est non, business et compassion. C'est la compassion. Parce que tu as de la compassion, tu dis que chez nous, une personne nourrit 10 personnes en Afrique. Tu sais que ce père de famille perd son emploi. Tu sais qu'il y a 10 personnes derrière qui vont être dans des problèmes dans la famille. Est-ce que ça ne plonge pas l'Afrique vers le bas? Ça peut nous plonger vers le bas, c'est possible, je ne sais pas, je n'ai pas la réponse à ça. Hier, j'étais en train de réaliser qu'on tombe vers un business model en fait, où les nouveaux outils digitaux nous poussent à avoir une ultra compétence en fait, dans un domaine et tu gagnes beaucoup plus. Ce qui fait qu'il y a beaucoup plus d'écart en fait, entre les super riches qui maîtrisent peut-être un outil et qui permet en fait, d'arranger... Parce que souvent, ça permet de scaler dans leur business. Et je ne veux pas dire des super pauvres, mais plein de personnes tout en bas, en fait, qui ne maîtrisent pas bien comment accélérer cette transformation-digitale-là, ou bien comment réaliser, en fait, cette transformation-là, et qui sont vraiment en deçà, en fait, du minimum, en fait, pour pouvoir bien gagner leur vie. Tu vois ce que je veux dire? Et ça va s'empirer avec l'IA. Oui, mais c'est pour ça qu'on fait des programmes d'accompagnement, on fait des programmes de formation. On demande au gouvernement de s'impliquer dans ces programmes, parce que c'est vrai, les gens n'ont pas forcément accès à la formation. Ils veulent bien, mais ils ne savent pas qu'il faut. Ils ne savent même pas que ça existe, des fois. Il faut avoir de l'empathie. Il ne faut pas qu'on se mette dans notre posture à nous. Il faut qu'on se mette dans la posture de quelqu'un qui n'a pas la même accessibilité aux médias que nous, qui n'a pas les mêmes opportunités d'information que nous, et qui, si on ne l'amène pas vers ça, il va être dans un retard. Bien sûr. Ouais. Tu vois, les gens savent IA, mais ils ne savent pas exactement comment je l'utilise. Combien de personnes se disent IA, oui, mais je fais quoi avec? Ils ne savent pas. Ils ne comprennent pas la dynamique. Donc, il y a quand même un aspect d'éducation, d'information qu'il faut développer de façon à accessibiliser le lien pour réduire le gap. Ce gap ne peut pas être réduit s'il n'y a pas de politique aussi globale, de politique nationale et d'implication gouvernementale. Ça, c'est par exemple, au Togo, nous avons la GIZ qui a un programme pour former les jeunes entrepreneurs aux outils digitaux et leur permettre de mieux gérer leur entreprise. Est-ce que vous avez quelque chose de similaire aussi dans les autres pays que tu parcours? Moi, j'ai un incubateur, donc j'ai un accélérateur qui s'appelle Impact Hub Abidjan. Bien sûr. Donc, forcément, on a des outils, on a des formations, on a la GIZ comme partenaire, on avait l'USAID, on a plein de partenaires qui nous accompagnent, on développe des programmes sur mesure. Il y a des programmes qui existent, forcément. Mais je pense que nous aussi, en tant que personnes dans la formation, on peut proposer aussi au gouvernement des programmes et dire, voilà, je pense que voilà, qu'on peut développer des programmes ensemble. On peut développer des programmes ensemble. Hier, j'ai eu la chance de rencontrer certaines autorités. Je dis, voilà, moi, j'aimerais lancer un plaidoyer. Il m'a dit, oui, il n'y a pas de problème, je suis partante. Je suis partant. Ils sont ouverts, mais c'est à nous aussi de leur faire des propositions. C'est dur de trouver des donateurs, des sponsors, etc. Moi, je ne parle pas de donateurs. Il faut toujours commencer par quelque chose. Les choses vont venir avec le temps. Nous, on a commencé notre incubateur, franchement, c'était chaud. Des fois, c'est chaud, on dit on va fermer, mais on est là. Et comment vous avez fait? 7 ans. On se bat.
On se bat, on crée des programmes. On a commencé avec un programme qui était gratuit. On n'avait aucun partenaire. Mais c'est à partir de ce programme qu'on a prouvé notre expertise. Et à ce moment-là qu'on a eu des partenaires qui nous ont financés. Vous avez fait quoi? Un programme d'accompagnement. Un proof of concept gratuit. quand même? Il y avait eu un proof of concept? C'est ce que j'ai dit, un programme gratuit d'accompagnement. Ok, qui a juste justifié en fait le bien fondé. Qui a montré qu'on était capable. Et voilà, depuis lors, on est là, on nous fait confiance, etc. Qu'est-ce que tu encouragerais aux jeunes de faire du coup quand ils ont des initiatives et des entrepreneuriats dans ce sens-là du coup? Qu'ils arrêtent de À partir de tes pleurnicher. propres expériences. Qu'ils arrêtent de pleurnicher, de dire j'ai pas d'argent, de pleurnicher. Les francophones sont toujours en train de pleurnicher. Est-ce qu'on pleurniche encore ici On pleurniche beaucoup. C'est parce que tu les vois pas. C'est pour ça que j'ai dit, il faut voir. Les gens aiment pleurnicher, ils aiment se plaindre, ils aiment se poser des questions. Est-ce que ça va marcher? J'ai fait une vidéo qui est sur mon TikTok, qui a eu, je sais pas, des centaines de milliers de vues. Je dis, arrêtez. C'est quelque chose que tu n'as pas essayé. Je vais leur demander d'oser. Oser. Et puis ne pas avoir peur de l'échec. Développer votre résilience et oser vous tromper, oser échouer. Et puis, il faut pas avoir peur de la souffrance. Le problème, c'est qu'on est dans des sociétés où les gens ont peur de souffrir. On n'a pas que peur de l'échec, on a aussi peur de réussir. Oui, beaucoup. Après avoir beaucoup souffert en fait. Bien sûr, on ne sait pas qu'on a peur de réussir, c'est est-ce qu'on est prêt à accueillir la réussite? Je me rappelle, un de mes amis qui est décédé m'a dit, Franck Fanny, paix à son âme, il me dit, les gens ne sont pas prêts à recevoir quand on leur donne. On veut, mais quand on te donne, est-ce que tu es prêt à recevoir? C'était puissant quand c'est beau. Ça. Je dis, Franck, waouh, tu viens de dire quelque chose de puissant. C'est vrai qu'on veut, mais quand je reçois, est-ce que je suis prête à recevoir? Est-ce que je suis prête à devenir cette personne? Est-ce qu'on est prêt est-ce qu'on s'est mis dans la bonne posture pour recevoir aussi également? En fait, c'est ça le challenge. C'est un travail. Est-ce qu'on est dans la bonne posture pour recevoir? C'est un travail. C'est tout un travail, c'est tout un process. Oui. C'est toute une histoire. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois parce que j'ai souvent lutté pour des marchés, pour des travaux. Et une fois que le marché est venu, je me suis rendu compte qu'en réalité, je n'étais pas prêt pour ce marché. Il n'y a pas que toi, on est tous entrepreneurs, c'est ça notre vie. À quel moment tu fais la frontière entre le syndrome de l'imposteur et le fait qu'il faut reconnaître que toi-même, tu n'es pas prêt pour faire le travail là? Non, ça, c'est pas le syndrome de l'imposteur, ça, c'est savoir que non, c'est chaud. C'est la réalité qui est là. Moi, des fois, je réponds même pas à certains appels d'offres parce qu'on te les envoie, je dis non, je ne peux pas répondre, je sais que je ne peux pas. Je n'ai pas même la capacité financière de préfinancer parce qu'on va te dire il faut préfinancer, il faut cela. Je dis bon, je ne rentre pas là-dedans. Il faut connaître ses limites. Ça t'est déjà arrivé de financer bien sûr. Ah oui? Bien sûr, des fois tu as des marchés, tu dois les préfinancer, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix, tu préfinances avec ton argent et puis quand ça vient, tu te payes, c'est tout. C'est pas évident. C'est la vie d'entrepreneur. Ça m'est arrivé beaucoup de fois, ça fait 18 ans que je suis entrepreneur. Ça m'est arrivé beaucoup de fois. Tu vas maigrir parce que tu n'as pas d'argent. Tu vas aller voir quelqu'un, ton partenaire, tu vas dire c'est chaud, j'ai besoin de temps. Mais c'est les affaires, c'est la vie qu'on a choisie. Quelles sont tes perspectives pour demain? Demain. Parce que c'est sûr que tu as un... Demain, j'ai 3 podcasts à enregistrer. Mais non. C'est la question. Demain, c'est demain. Tu me demandes quel demain? Alors, les perspectives d'avenir, par exemple? Alors, beaucoup de belles choses. Oui. J'ai toujours 4000 projets. Je viens de signer avec Star News Mobile, qui est une société qui fait du contenu digital. Et, ils sont en Côte d'Ivoire? Ils sont à Los Angeles, okay. Et basés dans plusieurs pays d'Afrique. D'accord. Et ils sont en contrat avec plusieurs opérateurs dans la sous-région. Et donc, on a des capsules vidéo qui vont être sur les téléphones, que les gens vont recevoir avec un abonnement, etc. C'est magnifique, ça. Au Congo, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, je ne sais plus les pays. Donc, on a commencé à produire du contenu avec une autre équipe que j'ai. C'est encore une autre équipe que j'ai d'audiovisuel. Avec My Team Production à Abidjan, qui m'accompagne sur ce projet. Ici, comme je t'ai dit, c'est Flamme Agency qui m'accompagne sur ma chaîne. En parenthèse, big up à Flamme Agency. Coucou Daniel, mon fils préféré. Donc, My Team Prod qui m'accompagne sur ce projet. On a déjà enregistré les capsules du premier mois. On est en train de finaliser les montages. Et à partir de je ne sais pas quand on va avancer là-dessus. Et puis, voilà. C'est chic. On est sur... ça, c'est un prochain projet. J'ai le projet, bien sûr, de lancer une communauté structurée, parce que j'ai plusieurs communautés. Une communauté structurée... Sur le numérique ou bien? Sur le digital. Digital, sûr, une communauté digitale. J'ai des communautés partout. Sur Telegram, j'ai des communautés. Sur WhatsApp, j'ai une chaîne WhatsApp. Donc, un espace communautaire payant avec l'accès à des formations. Donc, je pense que c'est la tendance. Hein. Comment tu gères ton process pour créer du contenu? Moi, je crée et puis les autres montent. Tu écris tu écris en amont, c'est ça? J'écris en amont. Mais je m'appuie sur mon expérience.
En majeure partie. En majeure. Mais j'écris. J'aime la structure. T'aimes improviser et t'aimes préparer à la fois. Non, moi je prépare. J'improvise dans la préparation, mais je prépare tout. Ok, tu improvises dans la préparation. Et je prépare tout ce que je fais. Je ne suis jamais dans la full improvisation. Je crois en la préparation. Je suis informaticien, n'oublie pas. Je crois en la structuration. Je crois en l'organisation. Maintenant, tu fais du batching, c'est ça? Tu batches? Je batch toujours. Et après, ton CM, lui, il publie. Voilà, je batch et eux, ils font. Et après, pour les commentaires et tout, comment tu gères? Parce que je te trouve très présente quand même sur les commentaires. Je réponds. Oui. Quand tu vas aux toilettes, tu fais quoi? Tu réponds. Ok, on peut en faire officialiser, en fait, le fait... Je donne des conseils aux gens, ils me disent, oui, tu fais comment? Je dis, quand tu es aux toilettes, tu fais quoi? Ah oui. Et après, aujourd'hui, je crois que tu fais partie de ces machines-là à créer du contenu dans la content economy africaine. Content and knowledge. Parce que c'est du knowledge aussi. Parce qu'il y a du contenu, mais moi, je crois fort du knowledge. C'est pas seulement du contenu. C'est du contenu et puis il y a contenu. Et du coup, cette machine-là que tu as mis en place te permet aujourd'hui d'avoir une forte base de données. Mm-hmm. Est-ce que tu as un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait créer du contenu aujourd'hui, de sorte à faire écouter? Déjà, il faut apporter du contenu qui a de la valeur. Deuxièmement, du contenu qui soit authentique, basé sur sa vie, sur son expérience, sur ses connaissances. Ne pas s'improviser. Et apporter vraiment une valeur ajoutée à la communauté. Je pense que la communauté a besoin de valeur ajoutée. C'est très important parce qu'il y a des choses que les gens postent, ça a des millions de vues, mais je ne vois pas la valeur ajoutée pour la communauté. Justement, tu penses quoi de la créateur économie africaine? Je pense que la création, ça ne doit pas être des millions de vues, ça doit être, même si j'ai 10 vues, je sais que progressivement, j'ai commencé avec un abonné, comme tout le monde. J'ai vu, hier par exemple sur ma chaîne TikTok, j'ai vu que j'ai eu peut-être 20 000 abonnés ou 10 000 abonnés en 2 jours. J'ai rien compris. Juste un short, parce que j'ai les shorts de ma chaîne YouTube que mon équipe me met à disposition pour mettre, que les gens ont aimé. Donc, du contenu de qualité. Il faut rester sur sa ligne éditoriale. Quelle est ma ligne éditoriale? Il y a des gens qui me disent non, mais il faut parler de ça. J'ai une cliente que j'avais à Lomé, que j'ai coachée il y a quelques années, il y a très longtemps, même avant le Covid, je crois. Une femme brillante qui avait un très beau projet sur la transition, sur les femmes d'un certain âge, etc., qui disait qu'elle voulait accompagner les femmes. Et puis tout d'un coup, une fois, je la vois, elle écrit un truc sur les couples. Je dis, mais tu es en train sur les relations. Un truc bizarre qui n'était pas en ligne avec elle. Je dis, pourquoi? Elle dit non, parce que comme ça, j'aurai plus de monde. Je dis, il ne faut pas vouloir avoir du monde tout de suite. Il faut commencer à être vrai et authentique avec toi-même. Tu vas voir au fur et à mesure, ceux qui sont intéressés par ce que tu dis viendront vers toi, progressivement. Les gens n'acceptent pas la notion de process, de temps, de construction. Surtout de process, selon moi. Ils veulent tout de suite, exactement, tout de suite arriver de 0 à 100 000 en un jour. Quels sont les créateurs de contenu que tu apprécies le plus dans notre entourage? Alors, ceux que j'aime, bien sûr, forcément, ceux qui apportent des choses autour de la formation, du développement de l'humain que j'aime bien. Le plus, je ne sais pas, mais que j'aime bien. Je n'ai pas d'échelle particulièrement, mais j'aime bien des jeunes que j'aime bien. Je ne vois pas beaucoup de vieux créateurs de contenu. Ils sont où même? Il y en a, je crois. Tu la connais? Non. Voilà, je ne la connais pas non plus. Mais tout récemment, j'ai vu un contenu d'un jeune designer qui a pris sa mamie et qui lui a fait lire un script pour expliquer comment faire un étalonnage sur DaVinci. Et elle a bossé le script, c'était magnifique. Là, tu l'enverrais? Non, mais c'est pas ça que innovant. Quand je dis vieux, je dis quelqu'un qui est en Afrique. De la génération X, au moins. Voilà. Donc, X, là, c'est quoi? C'est les gens des années 70? Ouais. Mes parents, là. En tout cas, mes gens. On va dans l'Ancien Testament. Mes gens, là. Voilà, donc j'aimerais bien voir ça. Mais je vois, par exemple, il y en a plein que j'aime bien. Bon, j'aime bien. Il y a beaucoup je suis beaucoup de gens, j'aime bien. Un jeune que j'ai eu la semaine dernière sur mon podcast, un jeune Sénégalais, Amadou Seck, Entreprendre autrement, tu connais? Il est top. Oui, je connais Amadou. Voilà, il y a Fall aussi. Amadou Fall. Aussi, bien sûr, qui est très bien. Il y a Béni Tossou, ça c'est mon élément sûr. Bien sûr.
Il y a Talk by Fanta que j'aime beaucoup. Oui, j'adore ce qu'elle fait. Je la suis également. Il y a Karamo, qui est un jeune qui fait des trucs magnifiques. Magnifique. Il y a Kojo English, qui est un ami. Bien Kojo sûr, que j'adore. Un Togolais qui vraiment. C'est mon frère. performe. Arrête de dire Togolais, c'est mon frère africain. Vous aimez trop ça, les Africains. C'est pour ça que l'Afrique se développe pas. Tout de suite, il a dit un Togolais. Est-ce que moi j'ai dit. C'est les nôtres, c'est le 228, comment tu. Il y a Marthe Karine, que j'aime beaucoup, qui fait de belles choses. Elle est très bien. Il y a Lady Sonia que j'aime bien, qui fait des choses très bien pour le développement des femmes, l'empowerment des femmes. Il y a Edith Brou, bien sûr, ma chérie, que j'aime beaucoup, qui fait des choses magnifiques. La madre, comme je l'appelle. C'est ta madre à toi, moi c'est ma petite. Il y en a énormément qui font de belles choses. Hein. Dans les grands, il y a mon grand frère Gilles Ataï, il y a mon frère Gilles Aconi, que j'aime beaucoup, qui sont des grands frères qui essaient de prendre leur place et qui nous partagent des choses de valeur et de qualité. Oui. Donc il y a quand même il y a énormément de personnes qui font quand même de belles choses. C'est pas ceux qui ont le plus d'abonnés forcément. Il y a Philippe qui est mon ami. Bien sûr, Philippe Simo, Investir en Afrique. Il y a l'investisseur africain que j'aime beaucoup. Donc il y en a quand même. Il y a quand même un éventail de créateurs de contenu à valeur ajoutée que je suis et que j'aime et qui font de belles choses que j'apprécie énormément. Aujourd'hui, on suppose que tu as fait une levée de fonds de 100 millions de francs CFA. Qu'est-ce que tu lances comme start-up? Digital. AI powered. Really? Of course. Je lance quelque chose dans Quel business model tu trouves là? Pardon, je ne vais pas donner mes secrets ici. Mais donne des tips? Je ne donne pas de tips. Et chacun n'a qu'à trouver dans son secteur d'activité ce qu'il peut voir et comment est-ce qu'il peut le modéliser jusqu'à ce que ça devienne quelque chose qui peut résoudre une problématique pour la société en termes de AI. Surtout d'intégrer l'AI dans le processus, intégrer pour pouvoir viscaler. Pour pouvoir viscaler, voilà. Scale quickly. Et puis, moi, j'ai une idée très claire dans ma tête. I just don't want to share my idea. Really? It's top secret. You just need to launch the startup. J'ai idée très claire. Really? Voilà, donc je pense que tu lances une start-up digitale, tu vas pas dans le... Si tu es... Moi, je suis digital. D'ailleurs, il y a Blevnek, que j'aime beaucoup, qui est un jeune que tu connais. Il m'appelle la tante digitale. Tata digitale, ça va? J'ai dit oui. Il dit, Tata, tu es trop digital. Et il n'a pas tort. Hein. Blevnek, tout le temps, il m'écrit, c'est qu'il a encore lancé un nouveau truc. Et je crois qu'ils sont plusieurs dans sa tête. Il a plusieurs idées à la fois. Moi, je suis un peu comme lui, en fait. Je crois que j'ai trop d'idées dans ma tête, donc j'ai envie de te canaliser. Oui. Mais à part ça, ce qui est magnifique, ce que moi je trouve vraiment de très révolutionnaire avec ce que tu fais, c'est que tu arrives à t'adapter. Tu arrives à t'adapter à n'importe quelle situation. Et tu l'as dit dès le début du podcast, en fait. Ça a été ta force, l'adaptabilité. Ce qui fait que peu importe le public que tu as en face, peu importe la génération, je crois que tu as un langage adapté à chaque personne pour pouvoir venir à l'objectif qui est de lui permettre justement de réussir à atteindre, lui, ses objectifs. Absolument. C'est important, l'adaptabilité, c'est une compétence importante, essentielle aujourd'hui. Surtout dans le monde de l'intelligence artificielle. L'authenticité aussi. L'authenticité, les émotions, la gestion des émotions. Avec l'IA, on doit pouvoir développer certaines soft skills. Et j'ai d'ailleurs une vidéo là-dessus. Les compétences que l'IA ne pourra jamais avoir. Demande à ton intelligence artificielle d'avoir des émotions. Elle va te dire, moi, j'ai pas d'émotions. Mais c'est fou parce qu'en fait, on se disait que les métiers qui allaient être menacés par l'IA allaient être des métiers en fait, auxquels on se disait en fait, que c'était évident. Mais on se rend compte aujourd'hui que les métiers qui sont menacés, nous avons les métiers des boueurs, les métiers, même les tâches ménagères sont menacées, les métiers d'avocat, excuse-moi, mais c'est vrai, les métiers de professeur, tu vois un peu, et même de coaching, hein, quelque part, parce qu'il y en a qui se font coacher. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont des relations amoureuses avec une IA. Mais je sais, j'ai une de mes petites nièces qui me dit qu'elle, son meilleur ami, c'est son IA chérie jusqu'à... Mais c'est vrai, en fait. N'est-ce pas, vrai. Marie? Tu m'as dit ça. Marie, attention. Elle est très belle, en plus. Mais c'est quand même dommage. Mais du coup, je pense qu'il y aura d'autres métiers qui vont naître, de psychologue, vis-à-vis de ta relation avec une IA. Moi, je pense que c'est le monde, c'est l'évolution du monde. Il y a des nouveaux métiers qui sont venus il y a 20 ans, il y a des nouveaux métiers qui viendront aujourd'hui, c'est l'évolution du monde. Il ne faut pas que cette évolution mène à notre catastrophe, tu vois ce que je veux dire? Oui, mais il y a un comité d'éthique IA que Sam Altman a mis en place, ils sont en train de s'organiser. Ils ont peur, eux-mêmes, qui créent les outils, ils se disent, OK, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on met comme garde-fou? Donc, voilà. Mais lui-même, là-bas, il a peur parce que depuis la sortie de GPT-5, toute récente, en fait... Il y a quelques jours, là, je l'ai suivi. Là, j'ai vu tu vas dire que j'ai vu la keynote.
Non, mais après, c'est un projet qui m'inquiète beaucoup parce que c'est comparé au projet Manhattan. Le projet Manhattan a été l'un des projets où il s'agissait en fait de la création d'une bombe atomique, etc., et qui allait faire exploser. Je crois que tu as entendu un peu l'histoire. Et Sam Altman l'a comparé vraiment, la sortie de GPT-5 au projet Manhattan. Mais ça l'empêche pas de l'avoir lancé. Après, tu dis qu'il y a un comité d'éthique, mais... Il y a un comité d'éthique. On va voir Mais ce bon. que ça va donner. On ne peut pas arrêter la marche du progrès. Moi, j'y crois pas. Le progrès ne s'arrête pas. Progress is progress. We got to move forward. Et maintenant, c'est pour ça l'adaptabilité est clé. Comment je m'adapte dans ce nouveau contexte? Comment est-ce que je trouve ma place? Comment est-ce que je trouve les bons outils? Comment est-ce que je crée ma valeur ajoutée dans ce contexte? Alors, Naboufal, quel est ton dernier mot déjà par rapport à la génération de créateurs de contenu que nous avons actuellement? Et puis après, tu fais un dernier mot, ce sera pour ton mot de fin. Pour la génération de créateurs de contenu, soyez des créateurs de contenu de valeur ajoutée. Soyons des créateurs de contenu de valeur ajoutée qui vont avoir un impact sur la société. Parce que c'est vrai, il y a des contenus qui sont super sympas. On a besoin de rire, on a besoin de se détendre. Mais aussi, on a besoin de s'éduquer, de s'informer, de se former. Donc, quel que soit le secteur dans lequel vous êtes, et moi j'adore certaines personnes qui font du super contenu. Je vois Make-up de Vie, c'est une maquilleuse en Côte d'Ivoire qui donne des formations en maquillage, qui a permis à des centaines de femmes d'être autonomes dans leur centaines et centaines dans leur métier. Ça peut être des personnes qui œuvrent dans la cuisine. Quel que soit le secteur dans lequel vous êtes, vous pouvez être un créateur de contenu à valeur ajoutée. Soyez juste stratégique, authentique et généreux. N'ayez pas peur de donner. Ce que vous donnez, vous allez forcément vous retrouver dedans. Vous voyez, je prends toujours l'histoire du jeune Sénégalais, comme tu es dans les nationalités, Sénégalais, italien, qui faisait ces trucs, comment il s'appelle encore, j'ai oublié son nom. Qui ça? Kabilam, qui faisait ses vidéos parce qu'il était là, il voulait faire rire les gens. Aujourd'hui, là où il est arrivé, pourtant il le faisait sans attendre quoi que ce soit. Soyez authentique, faites les choses. Moi, j'ai jamais fait de la création de contenu pour avoir beaucoup d'abonnés. J'ai jamais posté parce que je voulais plaire à quelqu'un. Sincèrement, je poste parce que c'est ce que j'ai dans mon cœur. C'est ce que j'ai à partager, c'est ce que j'ai à donner. Il ne faut pas être calculateur à tout prix. Il faut faire avec le cœur aussi. D'accord. Voilà, c'est ce que je peux dire. Un dernier mot pour la communauté? Alors, ce que je peux vous dire, c'est croyez en vous, mais croyez en une meilleure version de vous. Croyez que vous pouvez devenir la meilleure version de vous-même. Éduquez-vous, informez-vous pour pouvoir vous transformer et arriver à devenir le top parmi ceux qui font la même chose que vous. Vous ne deviendrez pas le top si vous ne vous développez pas, si vous ne vous remettez pas en question, si vous ne vous formez pas, si vous ne vous éduquez pas. Donc, quel que soit votre choix, soyez toujours dans la remise en question du statu quo. Réapprenez, réinventez-vous. Et on appelle ça le re-engineering, comme on dit. Remettez vos process à zéro, recommencez et reprogrammez votre mental afin de pouvoir avoir toujours un regard différent et innovant sur ce que vous faites. Voilà ce que je peux vous dire. À bientôt et merci. Merci pour l'invitation. Merci Naboufal, c'est un plaisir. Merci à toi. On se revoit bientôt. Inch'Allah.